Bonjour à toutes et à tous. Pas de vidéo depuis quelque temps, tout simplement parce que pendant les vacances, c'est difficile de parler des sujets qui fâchent. Et puis, parce que aussi, il est important de temps en temps de laisser venir pour ressentir, sans forcément commenter. Jusqu'à ce matin, où j'apprends que le Sénat vient de demander à remettre en place la vaccination obligatoire des soignants contre la grippe et la vaccination, éventuellement d'ailleurs, des résidents en EHPAD. Concernant les résidents en EHPAD, cela m'inquiète puisque je pense que peu de familles vont s'opposer et vont réussir à bloquer ce que j'estime moi comme étant au bas mot inutile et même probablement dangereux. Le vaccin contre la grippe ne sert à rien, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a écrit. Les recherches et les articles autour de ces vaccinations sont pléthores. Et pourtant, on continue, bien entendu, à vous faire croire que la vaccination va, un, empêcher la transmission, deux, empêcher comment dirais-je, la gravité de l'infection. C'est relativement faux, c'est même faux, puisque vous savez bien que chaque vaccin est produit à partir de souches qui sont des souches de l'année d'avant ou même encore avant, et donc qui n'ont plus rien à voir. Et on crée comme ça, à mon avis, des résistances et des choses qui... une fausse sécurité. Parce que c'est ça surtout. Les gens pensent qu'en étant vaccinés, ils sont à l'abri, ils sont en sécurité par rapport à la grippe, par rapport à la pneumonie. J'ai entendu très récemment une publicité de Pfizer sur le vaccin contre les pneumocoques, avec une jeune femme à la voix dramatique qui vous annonce que si vous avez le nez bouché, de la fièvre et mal dans les poumons et que vous toussez, vous êtes agonisant, et que bien entendu, pour éviter ça, il faut se faire vacciner. Donc voilà, je pense qu'il y a à l'heure actuelle deux problématiques. La première, c'est l'obligation pour les soignants de se faire vacciner sous le prétexte que s'ils sont vaccinés, ils ne contamineront pas les résidents en EHPAD et dans les services, ce qui en soi est totalement faux, puisque de toute façon, le virus est quelque chose qui échappe, qui est partout, qui est, quand il y a une véritable infection grippale, bon, vous en avez partout, vous en avez sur vos vêtements, vous en avez dans votre nez, vous en avez partout, et la grippe n'empêche, le vaccin contre la grippe n'empêche pas la transmission. Deuxième chose, ce qui est désagréable, c'est que dans beaucoup d'EHPAD se trouvent, ou dans certains services, se trouvent des gens qui ne sont pas en capacité de donner leur consentement libre et éclairé. Puisque nous en sommes toujours là. La loi est toujours le consentement libre et éclairé. Or, dans un service qui accueille des personnes démentes, atteintes de démence, Alzheimer, atteintes de maladies graves, dans des services de soins palliatifs, comment aller recueillir chez tout le monde un consentement libre et éclairé? Donc c'est inquiétant dans la mesure où là, on est dans une atteinte à la liberté de se soigner tel qu'il semble à la personne le plus adéquat. Donc, dans les EHPAD notamment et dans les services de soins palliatifs, il sera important que les familles exigent d'être prévenues s'il y a vaccination.
quitte à rencontrer le médecin de l'EHPAD, quitte à rencontrer les médecins du service. Je pense que c'est important parce que ce qui s'est passé au moment du Covid a rompu la confiance qui était déjà bien mise à mal entre les médecins, les soignants et les patients, et que cette nouvelle tentative d'imposer une vaccination ne va rien arranger, au contraire. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose qui m'est plus personnel, puisque depuis un mois, pratiquement, la cigarette m'a quitté. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter, la cigarette qui ne quitte personne? Eh bien si. Arrêter de fumer est très différent, bien entendu, d'arrêter une addiction à l'alcool, d'arrêter une dépendance à l'héroïne. Ça n'a strictement rien à voir. La nicotine est quelque chose qui rend finalement peu dépendant. Nous sommes plus dépendants des additifs à l'intérieur des cigarettes que de la nicotine. Un arrêt de la nicotine, c'est 3 jours. Enfin, une sortie de la dépendance à la nicotine prend 3 jours. Donc, bon, ça n'est vraiment pas quelque chose d'important. Mais si je voulais vous en parler, c'est que pendant des années, du haut de mon savoir, qui n'était que livresque ou qui n'était que intuitif, je disais, de toute façon, ça n'est pas vous qui quittez la cigarette, mais la cigarette qui vous quitte. Il se trouve que, après des problématiques personnelles, je suis tombée dans l'addiction à la cigarette et que donc je me disais, je ne vais jamais m'en sortir, que j'avais très très peur de cet arrêt en me disant, tu vas être plus angoissé, tu vas trop manger, tu vas, comment dirais-je, avoir un sentiment beaucoup plus important d'incapacité, tu vas laisser remonter des peurs, enfin, tout ce qu'on peut se dire quand on est dépendant d'une substance, même aussi peu addictive que la nicotine ou la cigarette. Et puis, un samedi soir, sans rien comprendre à rien, j'ai fumé une cigarette et en l'écrasant, je me suis dit, j'ai senti à l'intérieur de moi, c'est fini. Et depuis, c'est fini. Alors, j'ai essayé d'observer, parce que c'est un peu ça aussi, d'observer sur soi-même ce que ça voulait dire qu'arrêter de fumer et qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de nous. J'ai très vite repéré que ce qui me manquait, ça n'était pas le geste, comme on dit, mais de façon beaucoup plus prosaïque, la tétouille. C'est-à-dire que j'ai découvert, avec un peu d'humour, que finalement, fumer, c'était tout simplement un substitut à la tétine qui peut-être m'a manqué quand j'étais petite, mais ce dont je suis certaine, c'est que je suçais mon pouce. C'est donc cette oralité, cette dimension comment dirais-je, de plaisir d'avoir quelque chose à la bouche. Et ce quelque chose à la bouche est lié bien sûr à des dimensions neurologiques et neurodéveloppementales extrêmement archaïques. C'est pour ça que je vous dis, c'est la tétouille. Alors à l'âge que j'ai, c'est un peu difficile de m'acheter et de me balader avec une tétine. Donc, au bout de 3 jours, quand j'ai vu que je commençais à avoir des difficultés à résister, à aller grignoter de droite, de gauche, j'ai opté pour prendre une vaporette et avec un liquide totalement neutre, sans aucun additif et sans aucune nicotine, de telle sorte d'occuper ma bouche. Alors,
une des façons d'occuper ma bouche, c'est justement de faire des vidéos. C'est-à-dire que pendant que je parle et que je réfléchis à ce que je vous dis, bien entendu, je ne fume pas. Et je n'ai même pas envie de mettre quelque chose à la bouche. Par contre, quand j'écris, par contre, quand je réfléchis, par contre, éventuellement, quand je suis au téléphone, eh bien, souvent, quand l'appel perdure, j'ai envie de mettre quelque chose à la bouche, de tétouiller quelque chose. Donc, toute honte bue, je pense que nous n'explorons pas suffisamment pour, chez toutes ceux et celles qui souhaitent arrêter de fumer pour de multiples raisons. Un, pour des raisons de santé, parce que bien sûr que c'est pas forcément très bon, et puis pour des raisons financières, pour des raisons presque, je dirais, d'hygiène, pour le désagrément que l'on a d'être en dépendance de quelque chose dont on sait que c'est mauvais pour nous. Parce que c'est ça. Bon, être dépendant, comment dirais-je, de manger un bon gâteau une fois de temps en temps, je ne pense pas que ce soit très grave. Mais par contre, être dépendant du sucre et passer sa journée à manger du sucre, ça, c'est grave. Et ça atteint notre physiologie. Et ça atteint notre physiologie, curieusement, pas tellement par la dépendance en elle-même, mais tout simplement parce que nos ancêtres bougeaient beaucoup plus que nous. Notre grande problématique, c'est de devoir ajuster nos comportements à finalement une grande immobilité. Nous sommes beaucoup devant les écrans, nous sommes beaucoup assis, Et quand je rencontre, comment dirais-je, je supervisais en tant que médecin un trail samedi soir, un trail dur, difficile, de nuit en plus, et que je discute avec les trailers, c'est absolument évident que eux sont totalement dépendants de toutes les endorphines et de cette espèce d'euphorie qu'il y a quand on réussit un trail, quand on ne s'est pas fait mal, quand on rentre à la fois couvert de boue, heureux d'avoir terminé, joyeux d'avoir occupé une soirée à autre chose que regarder la télé. C'est vraiment très important d'arriver à se rendre compte que on va trouver tous des stratégies. Alors qu'autrefois c'était, sauf dans une certaine classe, c'était le travail lui-même qui était difficile. C'était aussi les déplacements qui étaient difficiles. C'est-à-dire qu'on se déplaçait, moi qui habite maintenant au cœur des Monts d'Arrée, et que je discute avec les anciens quand il n'y avait pas les routes, quand il n'y avait que les petits chemins, qu'on voit encore les dallages en granit dans des chemins et que l'on sait que ces chemins-là étaient gravis par les femmes avec le linge mouillé sur le dos, les hommes avec les bêtes, avec le bois, les charrettes de bois, etc. Il y avait réellement une dépense énergétique et du mouvement qui faisait que, oui, certainement à l'époque, ils buvaient trop. Oui, certainement à l'époque, ils fumaient trop. Oui, certainement à l'époque, ils mangeaient de façon très différente de ce que nous mangerons nous, avec des plats extrêmement roboratifs. Mais ils avaient une dépense énergétique bien plus grande que la nôtre. Donc, ce sont toutes ces réflexions dont je voulais vous faire part pour que celles et ceux qui ont envie d'arrêter de fumer, qui ont envie de, comment dirais-je, je ne vais pas dire de retrouver une certaine liberté, puisque de toute façon, nous sommes tous dépendants de quelque chose, que ce soit du tabac, que ce soit de la bouffe, que ce soit du sexe, que ce soit de l'argent, que ce soit du sport, que ce soit... Les gens non dépendants sont très 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 peu nombreux, tout simplement parce que c'est lié à notre petite enfance et à une grande partie d'entre nous qui n'ont pas reçu l'amour
inconditionnel dont nous avions besoin à l'époque. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent arrêter de fumer, dites-vous bien que à un moment donné, ce geste-là, cette peur-là d'arrêter, de se sentir démuni, de se sentir, comment dirais-je, en manque, cette peur-là n'est pas plus grande que la peur de manquer d'argent, que la peur de manquer d'amour. Elle est même beaucoup moins grande. Que pendant peut-être les 2 ou 3 premiers jours, il va vous manquer comment dirais-je, il y aura quelques petits symptômes, peut-être, moi je n'en ai eu aucun, du manque de nicotine, mais que derrière, il faut être conscient que, quel que soit notre âge, nous avons encore besoin de tétouiller de temps en temps. Et donc, ne pas vous, comment dirais-je, ne pas vous raidir par rapport à ça. Vous prendre dans les bras et vous dire, bah oui, bah voilà, bah écoute, c'était une façon de te faire plaisir, c'était une façon de te rassurer. Et bien, on va en trouver d'autres, ensemble, tranquillement. Et à partir de là, la dimension de culpabilité, la dimension de ce sentiment désagréable de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas être comme il faut, de risquer de sa santé, enfin bref, toutes les dimensions de peur liées à cela vont s'évanouir et vous allez pouvoir être beaucoup plus tranquille si tant est que vous ayez envie d'arrêter. Voilà, je voulais vous partager cette petite expérience. Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des commentaires pour y répondre avec le plus euh, comment dirais-je, de disponibilité et de plaisir. Et je vous souhaite une très très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.